Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias, l'association et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors vous le savez, chaque mois, nous décortiquons ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise, que ce soit en externe ou en interne. Et ce mois-ci, je vous propose de nous intéresser aux relations entre les entreprises et les médias. Des relations pas toujours simples et pourtant essentielles à toute stratégie de communication. Alors comment les marques gèrent-elles ces relations? Quelle place accordent-elles aux nouveaux médias digitaux, aux réseaux sociaux, aux influenceurs? Comment faire la part des choses entre publicité et information? Quelles sont les visions aujourd'hui des entreprises sur l'écosystème des médias? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Pénélope Defouquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication d'Elsan, leader de l'hospitalisation privée en France. À vos côtés, Fabienne de Brébisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication du groupe Valeo, équipementier automobile. Et Benjamin Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication d'EDF. Moi, j'aimerais qu'on fasse, pour commencer, peut-être un petit tour de table. On va commencer par vous, Pénélope. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des médias en tant que directrice de la communication ? Écoutez, j'attends des médias qu'il y ait un écosystème pluriel, durable, que ce soit des médias forts et impartiaux, autant que possible. Alors, ce n'est pas toujours le cas, on pourra en rediscuter. Oui. Mais voilà, j'attends un système médiatique fort. Benjamin. Non, c'est un intermédiaire en effet indispensable pour des entreprises et pour des communicants. On a besoin de médias qui sont forts, qui sont divers, et qui joue aussi un jeu, en effet, et peut-être dans le sens de Pénélope, qui assume un rôle de rapport de force, mais dans un cadre où les règles du jeu sont claires entre nous tous. Fabienne ? Alors, un petit peu la même chose que mes deux amis et collègues, des médias forts pour nous informer, alors sur l'entreprise, puisqu'on représente notre entreprise, mais aussi sur le monde qui nous entoure de façon professionnelle, impartiale, objective, parce que je pense que la démocratie a besoin de médias forts, tout simplement. Et les entreprises, de la même manière, ont besoin de crédibilité. Et je pense que normalement, le travail des journalistes, c'est d'apporter cette crédibilité en faisant leur travail de journaliste, de professionnel, de vérification des faits. Et c'est très, très important. Benjamin, vous avez l'impression que les médias sont au cœur de toute stratégie de communication ? Oui, clairement, et encore une fois, avoir des médias forts, c'est ce qui rend crédible aussi la stratégie de communication. Si vous n'avez pas une interface et une médiation crédible, intelligente, alors là, quand on parle de médias, évidemment, c'est au sens large. Alors si on commence par les relations médias, on a nous, évidemment, ici, et les entreprises ont besoin d'avoir des interfaces médias journalistiques très fortes. Moi, j'ai souvenir dans ma jeunesse, c'est vrai que quand j'ai démarré dans les relations presse, on avait un cœur de cible presse qui était parfois de 15-20 journalistes costauds. Hélas, la paupérisation des médias traditionnels amène aujourd'hui à ce que ce cœur de cible il soit réduit à parfois à seulement 5 ou 10 journalistes grand maximum sur des gros sujets. Mais ça, je crois que collectivement, nous, en tant que DIRCOM, on le déplore fortement aujourd'hui. Et comment est-ce que justement, vous parlez de relations avec les médias, Pénélope, comment est-ce que vous alimentez ces relations, comment est-ce que vous les entretenez ? Alors, on veut qu'il y ait de la confiance avec nos journalistes. Et nous, on a un énorme travail en proximité dans les régions, parce qu'on est un groupe de proximité. On a quand même deux Français sur 3 qui sont à moins de 50 km d'un hôpital privé Elsan. Et donc, on a besoin de cette relation avec les journalistes locaux, la presse quotidienne régionale. Et c'est peut-être une différence avec mes collègues. Mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur cette presse-là. Donc, on a environ 90% de retombées qui viennent de la presse quotidienne régionale. Et ça, je pense que c'est une particularité. Donc, on communique beaucoup avec cette presse-là et avec ses besoins, ses difficultés. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est important de connaître les besoins des journalistes avec qui on travaille. Fabienne, j'entends beaucoup le mot confiance. Comment est-ce qu'on instaure une relation de confiance avec des médias ? Parce que le boulot des journalistes, c'est quand même d'être un peu critique. Oui, mais c'est terrible parce que je suis jugée partie dans ce débat. Mais la confiance, je pense que c'est absolument clé. Et c'est même du bon sens en dehors de la communication. Il faut avoir confiance dans ses interlocuteurs, dans ses enfants, dans ses amis. C'est la base de tout. Et les journalistes sont des gens comme nous. Donc la confiance, c'est ne jamais mentir, c'est être là rapidement quand ils ont besoin, quand il n'y a pas forcément un article à la clé, mais quand c'est des éléments de background. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement, il faut se voir souvent. Alors moi, je parle évidemment les corps de cible, tu as raison, il y a finalement les rubricards, entre guillemets, qui nous suivent tous les jours, sont peut-être moins nombreux encore que,
pas... Tu as moins de médias, c'est vrai qu'il y a une époque où on avait 3-4 journaux boursiers, on avait plusieurs quotidiens qui suivaient, des news mag, c'est un peu moins vrai, mais enfin c'est quand même la même chose d'une certaine manière, je trouve. Et puis, moi je pense qu'il faut traiter les journalistes, quels qu'ils soient, de la même manière. Si on a un coup de fil du Wall Street ou du New York Times, on le traite de la même manière que si on reçoit un coup de fil de l'Humanité. Je pense que c'est ça aussi notre responsabilité, et on a une réputation aussi. Donc, ne jamais mentir, être réactif, les aider. Et dans une relation de confiance, les choses sont à double sens, et je pense qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. Benjamin, est-ce que ça vous est arrivé d'être à un moment confronté à un journaliste qui finalement déclenche une crise parce qu'il mène une enquête, par exemple, sur votre groupe et qu'il sort des trucs qui vous font pas plaisir? Alors oui, ça arrive tout le temps, et au fond c'est très sain, et ça justifie aussi nos métiers. La confiance n'exclut pas le rapport de force, c'est-à-dire c'est un peu chacun à sa place et dans des règles du jeu. Fabienne l'a dit, il y a des règles absolues, c'est ne pas mentir, ne pas trahir, etc. Trahir le off. Bon. En revanche, être dans une mécanique où il y a des points de vue différents, des lignes éditoriales différentes, un enjeu pour nous de défendre aussi la réputation d'une entreprise et de ne pas tout dire. La com, c'est une logique d'offre. Et forcément, vis-à-vis des médias, il y a une mécanique de rapport de force qui doit être assumée. C'est pas grave. Mais en revanche, ça doit être fait de manière saine. Et donc oui, moi, des crises déclenchées par des articles de presse, c'est un peu notre vie. Et au fond, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier et qu'on essaie de le faire sérieusement. Et en effet, il y a de bons journalistes qui déclenchent des sujets. Et ça, c'est un beau challenge pour des DIRCOM. Et puis parfois, il y a des choses plus complexes. Il peut y arriver partout que quelqu'un fasse mal son métier et qu'on soit face à des crises, entre guillemets, injustes, illégitimes. Là aussi, on doit être là pour faire la pédagogie et réussir à récupérer les sujets. Fabienne, votre expérience, vous, là-dessus? Ah oui, j'ai connu énormément de crises. Mais écoutez, un exemple, puisque c'est très 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 vieux, j'étais chef de service de presse Air France il y a bien longtemps, donc il y avait beaucoup de grèves à cette époque chez Air France, et je me souviens qu'on a été très maltraités par Europe numéro 1. Bon, bref, il faut peut-être pas citer les gens. Et du coup, on s'est expliqué, ça a été un peu chaud au départ, et ensuite le directeur de la rédaction de l'époque est devenu un de mes meilleurs amis, et ça a fluidifié les choses. On s'est dit les choses de façon cash. Voilà, c'est un exemple positif, puisque ça s'est révélé être quelque chose de positif sur le plus long terme. Alors, on parle souvent des entreprises et des marques qui produisent maintenant elles-mêmes leur propre contenu. Pénélope, comment on fait? Parce qu'effectivement, si les entreprises se considèrent aujourd'hui de plus en plus comme des médias, ça brouille aussi et ça complexifie encore plus les relations avec les journalistes qui se disent finalement, quelle est ma place? Alors, on est des médias et on n'est pas des médias. C'est-à-dire que, effectivement, on est un média parce qu'on produit du contenu, mais on n'est pas des journalistes. Donc, on produit notre propre contenu qui nous sert. Et donc, on n'est pas là pour faire le travail d'un média, je dirais, traditionnel. C'est-à-dire avec sa part d'analyse. On parlait d'analyse, c'est très important. On attend des médias qu'ils analysent. Sa part de transparence. Voilà, donc l'entreprise doit délivrer du contenu et c'est ce qu'on fait tous les jours pour communiquer sur nos projets, sur notre histoire, sur nos collaborateurs. Donc ça, c'est fondamental. Mais on n'a pas vocation à être impartial puisqu'on est nous-mêmes entreprise. Donc on va donner nos propres histoires. Donc aux journalistes de faire leur travail et avec nous, et cela a été dit par mes collègues, de délivrer une information à caractère précis, intact et sincère. C'est l'adage de la communication financière, mais je pense que c'est très important. Vous avez parlé de confiance, de transparence. Cette relation doit se construire là-dessus. Et c'est pour ça que les journalistes vont reprendre nos informations si elles y trouvent leur compte. S'ils y trouvent leur compte. Mais c'est vrai que je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais quand on est journaliste et qu'on se trouve face à cette multitude de contenus qui est produit par les entreprises que vous représentez, parfois on a du mal à savoir où est la vraie information et où est juste la communication, voire la publicité. Ce qui est, Benjamin, un autre débat. Mais comment est-ce que vous êtes sûr que finalement le journaliste en face, il va s'y retrouver? Au fond, dans votre question, il y a un sujet qui est en effet moins le sujet du média, du journaliste, que notre problème à nous, qui est de lutter contre une forme d'obésité de contenu et de garder en tête l'impact nécessaire de notre communication. Moi, je suis un adepte de la frugalité à ce titre-là. Je pense qu'au fond,
Ce matin, dans un grand journal quotidien, il y a un bouquin qui est chroniqué sur le bruit, la notion de bruit. Oui, absolument. La com, c'est Très le bon contraire du livre, bruit. Et c'est vrai qu'en fait, on est parfois vu comme ça, à tort ou à raison, malheureusement, comme des gens qui génèrent du bruit. Et la com doit absolument réduire le bruit et émettre un signal. Donc finalement, si je prends votre question, elle nous renvoie à quelque chose d'assez violent, qui est on produit trop de contenu. Évidemment, il y a un sujet autour de ça qui est de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Donc en face, que ce soit des journalistes, des influenceurs, le grand public, ils peuvent légitimement dire, mais attendez, on ne comprend plus rien de ce que vous dites. Donc à nous d'être clairs dans ce que l'on fait et d'avoir une éditorialisation intelligente de nos contenus. Et pas de faire plus pour faire plus. Là, ça n'a aucun sens. Fabienne, vous, votre expérience là-dessus? Alors, d'abord, moi, je voulais dire que pour moi, les entreprises ne sont pas des médias. Je suis désolée de ne pas être d'accord avec toi. On est des entreprises et on fait notre travail de communicant en essayant effectivement d'être frugal et de pas comment dire, harceler les lecteurs, les journalistes. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. L'idée, c'est de faire des choix, savoir faire des choix. Et l'avantage quand on est une équipe légère comme la mienne, c'est que comme on ne peut pas tout faire, on est obligé de faire des choix. J'ai vécu dans des entreprises où on était plus staffé. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important parce qu'on ne peut pas intéresser sur tous les sujets. Il faut savoir résister à l'interne qui peut avoir envie de communiquer sur un sujet qui les intéresse, mais qui finalement n'a aucun intérêt pour l'extérieur, ni parce que les gens n'ont pas forcément le sens de l'information. Donc ça fait partie de notre rôle, je pense, que d'être capable de faire des choix, de choisir des sujets qui nous semblent intéressants à des moments donnés et faire attention de ne pas envoyer trop de communiqués, par exemple. Il y a, à mon avis, rien de pire pour les journalistes que de recevoir trop de communiqués. Voilà. Je ne le fais pas dire. Surtout quand ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est un autre débat, mais ça m'arrive tous les jours. Pénélope, comment est-ce qu'on fait quand on est une marque, ou quand on est une entreprise, pour travailler à la fois en bonne intelligence avec les régies publicitaires, parce que vous êtes un annonceur, et en même temps avec les rédactions? Alors, je pense qu'il doit y avoir un distinguo entre les deux. Alors, Elsan est très peu annonceur, contrairement peut-être à Valeo et EDF. En tout cas, on n'est pas une marque grand public. Ce sont nos hôpitaux privés qui doivent être connus du grand public. Donc, Elsan a vocation à être une marque ombrelle. Ceci dit, on fait des partenariats éditoriaux justement avec la presse quotidienne régionale, parfois. C'est important dans notre relation avec elle. Mais je pense qu'effectivement, pour une entreprise, c'est important au sein même de la direction de la communication de bien distinguer les gens qui vont faire de la publicité et travailler comme annonceurs et ceux qui vont produire le contenu, les communiqués, même si on travaille dans une équipe. Et on attend la même chose du côté des médias, puisque eux-mêmes, on ne supporte pas quand les médias nous conditionnent un article à de la publicité. Donc ça doit être dans les deux sens. C'est effectivement en miroir. L'entreprise doit bien se comporter et distinguer les deux au sein même d'un service, et puis idem dans les grands médias. Ce qui est le cas pour la plupart des grands médias et des médias traditionnels aujourd'hui, mais pas pour tous. Mais malheureusement. C'est intéressant ce que vous dites. Et Benjamin, on a vu aussi, à l'inverse de ce que vient de dire Pénélope, des entreprises qui enlèvent ou retirent une campagne de pub à un média après un mauvais article. Comment est-ce que vous regardez ça ? Alors là, je n'aurais pas de jugement sur de telles actions. En tout cas, c'est pas quelque chose que je pratique et que l'on pratique chez EDF. Et je pense qu'en effet, il faut que les règles du jeu, je l'ai dit déjà, soient extrêmement claires. Et je souscris à ce qu'a dit Pénélope, c'est que je pense que tant du point de vue de l'entreprise, il faut être extrêmement au clair sur ça. Il y a deux disciplines différentes qui peuvent être, en plus, s'enrichir l'une l'autre au sein des équipes d'une direction de la communication. En revanche, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Si vous commencez à faire des relations presse en imaginant jouer des coups de billard à 3 bandes et user d'une influence qui n'est pas dans le champ de votre métier directement, ça ne peut pas marcher. En fait, même du point de vue, si je mets de côté la morale, du point de vue de l'efficacité, c'est un mauvais pari. C'est aussi ça, mon principe, c'est que globalement, vous êtes sur une logique de long terme, vous construisez des relations sur le long terme, et vouloir mélanger les genres à long terme, ça ne marche jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans vos discours à tous les trois, on a vraiment l'impression que vous voulez préserver une certaine diversité, pluralité des médias et d'avoir des médias qui soient assez forts finalement en face de vous. Fabienne, vous pensez que c'est le rôle des entreprises de soutenir les médias traditionnels ? Je ne sais pas ce que vous dites par soutenir. Si soutenir, c'est faire des partenariats, pas forcément. Soutenir dans le sens où... moi, je pense que les relations presse au sein d'une entreprise, c'est le nerf de la guerre, finalement. Parce que ce sont quand même les journalistes qui donnent le là.
Évidemment, il y a d'autres moyens de communiquer. On ne va pas parler des réseaux sociaux, des influenceurs, etc. Mais le là, et on le voit bien, quand il y a une annonce vraiment importante, on va à la télévision, sur TF1, qu'on soit politique, qu'on soit patron d'entreprise. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Donc soutenir les médias dans le sens, oui, être présent, les aider, avoir une relation de confiance et justement pas mélanger les genres. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un mur de Chine entre les deux activités. C'est pas parce qu'on fait de la pub qu'on doit avoir un bon papier, c'est pas parce qu'on vous invite à un voyage de presse qu'on attend forcément un papier, etc., etc. Mais ça fait partie du respect, et le respect génère la confiance. Donc sans respect pour l'autre, quel qu'il soit, et le journaliste en particulier, puisque c'est le sujet aujourd'hui, il n'y a pas de confiance. Et je pense, comme tu le dis, Benjamin, que les règles doivent être extrêmement claires et appliquées avec le plus grand sérieux possible, sans se prendre au sérieux. Pénélope, sur le soutien aux entreprises, aux médias, pardon. Sur le soutien aux médias, alors je suis assez d'accord avec Fabienne sur le sujet. Je pense tout de même que les médias traditionnels ont pas mal décliné, qu'il y a une diversité de médias aujourd'hui très importante, et que si on veut garder des médias forts, effectivement, il y a quand même un rôle que doivent jouer les entreprises dans notamment le fait de pouvoir faire de la publicité sur de nombreux médias et ne pas substituer les nouveaux médias aux anciens médias. Donc d'avoir une offre plurielle pour sa publicité, par exemple, c'est une manière de soutenir. Après, peut-être qu'on n'est pas ici pour en discuter, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres mesures pour les soutenir. Mais je dirais, nous, on le fait à notre mesure. Et je pense que c'est très important, hein, comme l'ont dit mes collègues, très important de les soutenir. Benjamin, par exemple, le terme réseaux sociaux a été évoqué rapidement par Fabienne, mais les réseaux sociaux, par exemple, c'est un média à part entière. Comment vous le considérez, vous ? Alors, on faisait à une époque le distinguo entre les médias sociaux, les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, ça fait partie de la palette de médias avec lesquels on doit travailler, donc de manière différente de ce qu'on faisait peut-être il y a encore quelques années. Donc, on a appris. Parfois un peu contraint forcé, certains avec un peu plus de vision que d'autres. Moi personnellement avec un peu moins de vision, je suis venu un peu tard, mais en m'y mettant vraiment et avec des convergences. Ce qui est intéressant, c'est que pour parler très concrètement, moi par exemple je suis un militant du rassemblement des équipes digitales, des équipes presse, parce que je pense que le câblage mis ensemble est intéressant. Je pense que le câblage relation presse amène comme le disait Fabienne, un tempo, un rapport à l'information qui est fondamental à des équipes qui viennent plus du digital, et le digital amène peut-être aussi une créativité, une réactivité, une forme de décentralisation de l'information qui est intéressante. Donc ça nous a tous vivifiés. Et en même temps, aujourd'hui, il y a un sujet de maturité qui est qu'il faut aussi, face à certains réseaux sociaux, arriver à parfois... Et ça, c'est le job des communicants. Hein. C'est pas toujours de crier à la crise, quoi. C'est que les réseaux sociaux ont amené aussi cette espèce d'agitation depuis quelques années. C'est que tout est devenu un peu attaque-crise. Parfois, il faut savoir aussi respirer un grand coup, reculer et expliquer à notre entourage que non, c'est pas grave. Un tweet critique, ça vaut pas plus qu'un type qui dit du mal dans un bar, quoi. C'est tout. J'aime bien cette analogie. Au fond, je pense que le rôle de la com, c'est aussi ça, c'est d'arriver à mettre des mots sur une situation et tout n'est pas grave, encore une fois. Oui, parce que vous parliez tous d'analyse, de sens critique, de vérification. Effectivement, là, avec les réseaux sociaux, peut-être on atteint une certaine limite, Fabienne. Oui, clairement, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Alors, les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable, et la presse non plus. Donc, il faut savoir raison garder. Parfois, on a un tweet désagréable au fin fond d'un pays. Il faut regarder, être vigilant, parce que ça peut être les prémices de quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et puis, parfois, c'est rien du tout. Donc, il faut garder son calme. Et tu as tout à fait raison. Je pense que on communique de la même manière, je dirais, différemment, avec une tonalité un peu différente, d'ailleurs, selon le réseau social, mais on dit finalement la même chose en simultané, que ce soit en interne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vis-à-vis de la presse, que ce soit sur notre site, que ce soit avec les influenceurs, si on a une opération avec des influenceurs qui sont concernés. Voilà, Benjamin. je peux dire. L'erreur commune que peuvent faire parfois certains médias, ou les médias, si généralisent, et les communicants, c'est de se focaliser sur l'hystérie. Et au fond, dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux et dans les publics des réseaux sociaux,
On voit parfois uniquement les deux parties qui se mettent sur la figure à longueur de journée et qui génèrent un peu ce bruit dont on parlait. Alors qu'en réalité, ce qu'on constate quand même, c'est que finalement, quand vous avez une communication posée, constructive, vous arrivez souvent à être entendu sur les réseaux sociaux. Et vous avez toute une masse de gens qui correspondent en fait aux Français, finalement, à la manière d'un sondage et qui attendent d'être éclairés. C'est vrai, moi, sur les sujets de l'énergie, c'est vrai sur les sujets, je sais pas, des vaccins, tous les sujets qui sont un peu polémiques, qui grattent. Finalement, on croit voir beaucoup de folie, d'hystérie ou d'extrême. Et en réalité, vous avez beaucoup de gens qui attendent uniquement de participer à un débat apaisé. Et l'arbre cache un peu la forêt à ce titre-là, je pense. Pénélope? C'est favorisé, ces extrêmes sont favorisés par les algorithmes des réseaux sociaux et c'est bien le problème aujourd'hui. Donc c'est à nous de distinguer effectivement ce public qu'on veut atteindre et il est là. Mais le bruit, et on le voit avec les révélations récentes de Facebook, on voit que ces réseaux sociaux amplifient ces messages d'extrême. Donc on l'a vu sur les vaccins, on le voit sur les fake news. Et donc c'est notre rôle de communicants, de communicants d'entreprise, de délivrer une bonne information, de pouvoir contrer une fake news avec une bonne information, parce qu'on n'a pas d'autres armes finalement que ça. Ouais. Et ça se passe plutôt bien en prenant du recul, tout à fait, en n'essayant pas de se paniquer, effectivement, parfois pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Est-ce que vous faites le distinguo entre l'information que vous allez envoyer aux journalistes, celle que vous allez adresser sur un réseau social et celle que, pourquoi pas, vous allez faire passer via un influenceur? Non, c'est la manière de construire le message qui change, mais le message est le même. Comme l'a dit Fabienne, on communique de la même manière à tout le monde, même en interne. On ne souhaite pas que le message soit dévoyé. Alors, on va le construire un petit peu différemment pour que l'audience, on n'a pas la même audience sur Twitter que sur Facebook d'ailleurs, ou que via un influenceur sur Instagram, ou que dans la presse quotidienne régionale, avec un journaliste qui est ultra généraliste, qui traite plus de 10 sujets par semaine, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est dans la construction du message, dans l'écriture, évidemment, qu'on va pouvoir délivrer notre message. Mais... Fabienne, rassurez-moi, les influenceurs ne vont pas remplacer les journalistes quand même. Non, en tout cas, pas de mon point de vue. Mais c'est vrai qu'on fait très peu, nous, qui sommes essentiellement B2B, d'opérations avec des influenceurs. Ça nous est arrivé de temps en temps et au coup par coup. Mais pour moi, les influenceurs ne sont évidemment pas des journalistes. Sauf si ils ont une carte de presse, ce qui peut être différent. Mais c'est rare. C'est très rare, je pense. Vous, votre expérience avec les influenceurs? Je pense que ça élargit la palette de possibilités dans un monde où, en effet, c'est peut-être plus compliqué de cibler, il y a moins de médias traditionnels. Et au fond, ils amènent quelque chose de nouveau. Encore une fois, j'ai parlé, pardon, je me répète, mais j'ai parlé de règles du jeu. Et c'est vrai que sur les influenceurs, notamment ceux qui parlent à la jeunesse, ça a été régulé depuis, mais il y a quelques années, vous aviez ce flou qui faisait que les gamins qui étaient fans de certains youtubeurs, par exemple, ne savaient pas que derrière, il y avait des enjeux de rémunération. Et ça, pour moi, là, quand on parle là-dessus, c'est un vrai, c'est pas un crime, mais c'est une faute. C'est une faute dans le contrat que l'on passe, dans le contrat de lecture. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, la place a progressé là-dessus, les relations sont plus claires et on sait désormais dans quel cadre ça se passe. Donc il y a deux aspects. Il y a d'un côté la partie plus influenceur rémunéré, qui fait partie, qui est une forme de nouvelle façon aussi de faire de la publicité en mélangeant un peu les formats. Et puis vous avez des influenceurs qui sont des influenceurs qui se positionnent comme journalistes. Là, c'est vrai qu'on va attendre d'eux la même exigence, la même relation. Et encore une fois aussi, du côté des entreprises, se comporter dans un rapport professionnel, un rapport de force sain, intelligent. Au fond, quand même, comme avec un journaliste. Mais il faut que ce soit partagé par les deux bords, quoi, si vous voulez. Comment est-ce que vous construisez, Pénélope, vos relations avec les médias? C'est-à-dire, vous gérez tout vous-même ou vous passez par des agences de presse? Alors les deux pour nous, parce qu'on est une toute petite équipe et comme on l'a dit, on favorise beaucoup les relations presse locales, donc qui sont gérées elles-mêmes parce qu'on les considère vraiment aussi comme un pilier de la communication. Hein. Fabienne parlait de nerf de la guerre, effectivement, pilier, nerf de la guerre. En tout cas, c'est très important pour nous. Donc on forme nos référents communication dans les hôpitaux privés pour qu'elles instaurent ou qu'elles continuent la relation avec les médias locaux. Donc c'est très important.
de manière régulière. Et puis on prend le relais au siège si besoin. Et puis pour les relations de presse nationales, on est aidé par de très bons consultants qui nous aident parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais on le fait ensemble et ils nous challenge et c'est très bien aussi. Ça me semble fondamental, d'être aidé sur ce sujet-là. Si on pouvait les internaliser, pourquoi pas, mais il nous faudrait des ressources. Ça prend beaucoup de temps. C'est une relation qui prend beaucoup de temps. Donc on est très content là du système actuel. Finalement, la relation, en fait, elle est tripartite alors à ce moment-là, Fabienne. Oui, si on a une agence. Moi, j'ai pas d'agence. Donc nous, on fait. Alors, j'ai pas d'agence. C'est pas totalement vrai, mais au groupe, donc en France, puisqu'on est une entreprise française au départ, même si on est 115 000 et 14 000 en France, donc ça donne quand même la proportion de notre côté international. Donc nous, on fait nos relations presse sur place nous-mêmes, avec quelques attachés de presse. Alors c'est vrai que dans certains pays, quand il n'y a pas, il y a quand même beaucoup de pays où on n'a pas de communicants. Si on a un besoin de communication parce qu'il y a une crise qui peut se prospérer ou parce qu'on veut communiquer de façon positive, on passe par une agence. Mais non, la relation n'est pas tripartite pour répondre à votre question, puisqu'on les connaît directement. Et l'idée, c'est que, et en tout cas, c'est ce que je donne comme consigne à mes attachés de presse et à moi, puisque je suis à la fois directrice de la communication et directrice des relations presse, c'est de sortir tous les jours, minimum une fois. Donc il faut sortir, il faut aller écouter. Parce que c'est comme ça aussi qu'on se nourrit. C'est comme ça, c'est l'effet miroir des journalistes. Comprendre comment on est perçu, comprendre leur centre d'intérêt, leurs difficultés, etc. Donc je pense que c'est, je répète, le nerf de la guerre dans notre métier. Y compris pour le reste, pour ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, même en interne. Ce sens de l'information, c'est quelque chose qui se cultive. Et en faisant de l'exercice, c'est-à-dire en rencontrant des journalistes qu'on connaît, puis des journalistes qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il faut essayer de sortir un maximum. En tout cas, c'est ma conception des choses. Donc le digital, c'est bien, si je résume, Benjamin, mais en fait, rien ne remplace la relation humaine journaliste et directeur de communication. En tout cas, c'est extrêmement complémentaire. Le digital nous amène énormément. Je ne fais pas spécialement de hiérarchie. Néanmoins, c'est vrai que la relation presse est un moteur fondamental dans une direction de la communication. D'ailleurs, vous l'avez vu, là, on est en train de passer un petit appel RH, mais on a besoin que les jeunes générations acceptent aussi de venir sur ces métiers-là. Les RP, c'est pas toujours le métier que les jeunes viennent voir sur les forums des métiers. On préfère être planeur stratégique, aller dans la pub, ce qui est aussi, ce sont des métiers extrêmement nobles. Et on a un petit déficit de talent globalement sur la place de Paris à interroger des agences de RP. Il y a un sujet de formation de jeunes attachés de presse et de devenir pour ces gens-là. Oui, alors moi je réagis. Oui, je trouve que quand on cherche un bon attaché de presse, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y en a finalement très très peu. Parce qu'il faut des gens très polyvalents, il faut que ce soit des gens qui soient capables de parler stratégie, d'aller voir un patron, parce que quand on est peu, ils vont voir des patrons, ils sont très jeunes. Il faut parler des langues, il faut être capable d'être mobile, il faut être capable de tout traiter, aller voir dans une usine les opérateurs. Ça demande une grande rigueur, parce que quand vous parlez à la presse, le lendemain, il y a un papier généralement, ou le surlendemain, il y a un papier. Moi, je viens de recruter donc 2 attachés de presse, parce que je fais tourner les gens dans mon équipe. Beaucoup de difficultés pour recruter, des salaires beaucoup plus élevés justement que les médias planeurs, etc. Alors que dans le temps, c'était peut-être pas ça. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est le métier le plus difficile et c'est le métier qui donne des billes pour tout faire. Vous êtes capable de faire de la com interne, vous savez écrire, vous êtes capable d'écrire un brief pour une agence parce que vous savez écrire et puis vous avez réfléchi à ce que vous voulez faire auparavant. Donc je pense que pour les jeunes qui ont de l'ambition, du potentiel et qui ont la niaque, c'est toujours, moi, je pense, la voie royale. Que ce soit en agence, parce que les jeunes vont beaucoup en agence maintenant, ou en entreprise, c'est un métier formidable où on ne fait jamais 2 fois la même chose, où on a à la fois une ouverture sur l'extérieur et sur l'interne en connaissant tout le monde. Voilà. Eh bien, je pense que l'appel est passé et que j'espère que ça aura donné envie à plein de jeunes. Merci beaucoup. Fabienne de Brébisson, directrice de la communication du groupe Valeo, Pénélope de Fouquière, directrice de la communication d'Elsan et Benjamin Perret, directeur de la communication d'EDF. On se retrouve bien évidemment le mois prochain sur Bismart.